il dit jamais non à un petit live, et encore moins avec l'invité du jour qui est Béa Diallo. Béa, salut, comment tu Salut, vas? salut Licha, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Merci beaucoup de. Je sais que tu as un horaire très chargé, donc merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous. Ça fait super plaisir que tu sois là. On va faire vite une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu es un ancien grand boxeur, puisque tu as gagné 7 fois le titre de champion intercontinental entre 98 et 2004, ce qui est plutôt impressionnant. Donc, Raph, si tu veux essayer de faire un petit combat de boxe, ne tente pas trop, hein, quoi. Seulement après 2-3 verres. D'abord, je le saoule un petit peu et après, je l'attaque, tu vois. Ouais, ne m'étonne pas, mais même comme ça, je crois que tu n'as aucune chance. Moi, Donc, même saoul, je mets une pièce quand même sur BA. Allez, c'est sympa de se sentir une équipe unie. ouais, non, mais Les potes, faut savoir là. Ouais. ouais. Et donc, tu as aussi, il faut savoir, un master en sciences économiques. En 2004, tu rentres en politique au Parti socialiste où, au fil des années, tu seras député bruxellois, échevin à XL depuis 2006, où je sais que pour te connaître depuis pas mal d'années, tu fais un boulot considérable pour tout ce qui est prévention et pour la jeunesse XLoise via, encore une fois, le sport, entre autres. On va y revenir. Tu viens de sortir, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu t'inviter, parce que tu viens de sortir un livre qui s'appelle Béa Diallo, du ring de boxe à l'engagement citoyen, aux éditions La Boîte à Pandore. Avant de continuer un peu pour te poser des questions sur ta carrière, sur ton parcours, on va d'abord faire la Minute Cornelis. C'est ce que les invités attendent le plus dans les lives Force Sporting. C'est la minute que Raphaël prépare, donc je vais lui céder la parole. Voilà, bonjour Béa. Bah, écoute, on va faire une petite minute. Donc, c'est des réponses assez courtes avec des questions comme ça. Et tu as droit à un joker. Donc, on va être sympa. Alors, Béa, ta plus grande qualité? C'est en même temps mon défaut, trop gentil. Trop gentil. Donc, ton plus grand défaut, trop gentil aussi alors? Trop gentil. À chaque fois, ils t'ont comme ça, parce que Philippe Van de Waal, l'autre jour, il t'avait dit honnête et il t'avait dit aussi qualité et défaut pour les deux. Ouais, la vie, je crois que je vais retirer cette question-là. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Mohamed Ali. Diallo ou Mary? Diallo. De Bint ou Diallo? Diallo. La dernière chose que tu as crocheté? Que j'ai crocheté? Ouais. Je pense que c'était mon dernier combat. Ah, t'as jamais crocheté une petite serrure, donc ça c'est déjà pas mal. Non, je fais pas ça. Le rôle de politicien, est-ce que tu trouves que ça te va comme un gant? Pas aussi bien. Pas aussi bien. T'es plutôt eau ou soda? Eau. En sèche, les glucides le soir, c'est permis ou pas? Non. Non. Vu que tu te bats plus, parfois ça t'arrive de t'énerver sur le ring de Bruxelles? Sur le ring de Bruxelles? Ouais. Oui, ça m'arrive effectivement de m'énerver sur le ring de Bruxelles, mais j'intériorise beaucoup, moi. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui extériorise énormément. Ta meilleure punchline quand tu dragues? La meilleure punchline quand moi, je drague. Ça fait longtemps qu'il ne drague plus. Hein. Putain, ouais, ça fait longtemps. On dit, oh là là, est-ce que je m'en souviens encore? Rappelez-moi encore ce que c'est qu'une punchline quand on drague. Rafi s'y connaît. Hein. Faut demander à Elisha. Elisha, c'est le roi Tinder. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver tous sur Tinder. Vas-y, dis-moi un peu, Elisha. Donne-moi un exemple. Elisha, c'est quoi ta meilleure technique quand tu attaques? Bah, pour l'instant, ça te dit une petite balade au bois de la Cambre. Mais en fait, moi, donc, si je me rappelle bien, en fait, j'attaquais pas, en fait. Oh, ça venait dans la main. Ça tombait dans la main. Non, je contrais. moi je suis comme sur le ring de boxe, tu vois, je contre, en fait. Ouais, c'est elle qui venait vers toi. Corentin, c'est plus l'esquive, tu vois, il est aussi un peu boxe. Ouais, il esquive. Ouais. Je dois esquiver, sinon c'est madame après qui. Ouais, c'est ça, exactement. Pourtant, on m'a dit qu'on t'avait vu sur les applis, hein, Corentin, je sais pas. Je dis ça, je suis pas fouteur de merde. Hein, mais j'ai une copine qui m'a dit que. Mais bon, ça ne nous regarde pas tout ça. Il a vu Corentin. Alors, si tu avais été joueur de foot, ça aurait été quoi ta position?
Ben, écoute, j'ai joué au foot, donc j'étais plutôt un attaquant, mais un attaquant plutôt brut. Pas un bon technicien, mais un mec qui était très efficace en termes de goal, parce que c'est très rapide. Donc, je dirais plutôt un attaquant, mais efficace. Est-ce qu'on peut dire que pour un rouge, tu es plutôt mauve? Je dirais plutôt que pour un rouge, je suis plutôt rouge. Ok. On va arrêter l'interview ici alors. Tout le monde est le bienvenu ici, t'inquiète pas. Non, on rigole. Alors, dans ton livre, apparemment, à un moment donné, tu dis que avant la politique, tu avais des cheveux. Et ma question, est-ce que tu es sûr que c'était vraiment le cas? Oui, j'avais des cheveux. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, mes cheveux ne poussent plus tellement. Donc, à l'époque, j'avais des cheveux. Et effectivement, quand j'ai commencé à arriver à maturité, que j'ai compris que la boxe aussi, pour pouvoir peut-être mieux esquiver les coups, les désaxer, et puis aussi en même temps pour la peser aussi, parce qu'on devait faire un effort de dingue pour aller dans notre poids. Ben, je me rasais tout le temps la tête. Mais par contre, mes cheveux, effectivement, étaient là. J'ai même eu des longs cheveux à l'époque des waves de Michael Jackson, des curly, voilà, comment on appelle, des Jermaine Jackson et tout ça. Donc voilà. Donc oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de cheveux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la politique, j'ai commencé à avoir de l'eczéma, notamment à l'intérieur des mains. Je commençais à être de plus en plus stressé, des démangeaisons au niveau de la tête, et puis j'ai commencé à perdre mes cheveux, effectivement. Diallo, est-ce qu'on peut lui souhaiter un jour d'être président de la Guinée? Ben, je dirais que Diallo, il faut juste, je pense, lui souhaiter qu'un jour, son rêve, en fait, qui est de se dire, il faut que ces gamins qui quittent le continent africain et la Guinée particulièrement, traversent la mer pour mourir, deviennent esclaves ou arrivent en Europe pour se faire emballer, en fait, ou pour se trouver dans des centres fermés, ou revenir ici et ne pas avoir de perspective d'avenir. C'est simplement, j'irais souhaiter que ce rêve-là, en fait, que demain, ces mêmes gamins aient envie de venir en Europe. C'est comme nous, on a envie d'aller en Afrique, c'est en vacances, on rentre chez nous parce qu'on a un boulot, qu'on a une famille. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on me souhaite comme rêve. Voilà. Franchement, c'est un très, très beau rêve et j'espère qu'il se réalisera un jour. Merci. Voilà, tout à fait. Merci à toi, en tout cas, Béa. Merci pour tes belles questions. Raph, merci pour cette passe décisive. Je remarque que tu m'as même pris, sans le vouloir, tu m'as pris une petite question que j'avais pour Béa, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres sous la main. Justement, je voulais un peu revenir, on va un peu parler de ton parcours, de ton début. J'ai eu la chance de t'écouter plusieurs fois en conférence quand tu racontais un peu ton histoire. Et je voulais un peu que tu reviennes justement sur ton début avec ton début, j'ai envie de dire, ton début de relation avec la boxe. On est vraiment très loin des clichés qu'on peut avoir sur les boxeurs. En fait, j'ai envie de savoir comment on devient ce si grand champion que tu as été, Béa Diallo. Mais en fait, moi, ce qui est paradoxal, ce que je dis souvent, c'est que moi, la boxe, c'est d'abord une passion. Comme tous les gamins. Moi, c'est comique parce que j'ai commencé par jouer au tennis. Mais je jouais au foot, évidemment, comme tout le monde. J'avais un grand frère qui était très, très doué au football, qui a même joué avec l'équipe nationale. Et c'est vrai que contrairement à moi, je vous l'ai dit, j'étais une brute, en fait, au football. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que quand j'ai commencé à faire de la boxe, c'était l'inverse, j'étais plutôt un technicien. Et c'est un peu ce qui m'a donné aussi l'envie de continuer dans la boxe, parce que autant j'étais brut et que les gens admiraient plutôt le gars qui faisait des beaux gestes sur le terrain de foot, etc. Et donc mon frère qui était évidemment plus admiré que moi sur le terrain de foot. Et finalement, en fait, quand je suis arrivé à la boxe, je me suis rendu compte en fait que j'étais vraiment d'abord pas brut. J'avais peur aussi du sang. Et donc le sang, en fait, quand je touchais à quelqu'un, en fait, et que la personne saignait, en fait, ça me tétanisait complètement parce que j'avais été tellement violent gamin. Avec cette révolte que j'avais en moi, que j'avais peur de vivre une réalité. Et donc, j'ai dû adapter ma boxe, en fait, justement, pour trouver une technique en se disant, je vais battre mon adversaire, mais sans nécessairement le mettre par terre ou sans nécessairement trop lui faire mal. En même temps, c'est compliqué parce que si tu fais pas mal à ton gars, il faut avoir une terrible condition physique parce que le gars, il ne te lâche pas, il est tout le temps derrière toi, il te court derrière. Donc voilà, j'ai dû adapter vraiment ma boxe en fonction de ça. Et puis finalement, en finissant mes études, je me suis rendu compte que j'avais quand même du potentiel et je me suis dit, why not? Mon rêve, c'est de faire connaître mon pays d'origine. Et bien, vous savez quoi? Je vais tout mettre en place pour devenir le meilleur boxeur dans ma catégorie, pour pouvoir aller justement faire connaître, peut-être à travers un championnat du monde que je ferai dans mon pays d'origine, faire connaître mon pays d'origine. C'est marrant parce que l'anecdote, et encore, je pense que la première fois que je t'avais écouté, je pense que c'était il y a plus de 10 ans, et je l'ai raconté en privé à Corentin et Raph, c'était que ça m'avait vraiment marqué cette histoire. Je sais qu'il me semble même que tu avais été voir une psychologue, etc., pour qu'elle t'apprenne vraiment à gérer le fait de pouvoir, entre guillemets,
mettre KO ton adversaire. Tout à fait. C'est un sophrologue que j'avais été voir à l'époque, voilà. qui est d'ailleurs un grand philosophe aujourd'hui, qui s'appelle Helios Kostou, qui vient d'écrire un livre il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que c'est avec lui en fait que j'ai dû effectivement réussir à faire ça et aller beaucoup plus loin. Parce qu'on me disait d'aller jouer au ping-pong, d'arrêter la boxe, j'ai perdu sang. Mais ça, c'est l'avantage. Elisha, chaque sport qu'on lui a dit, on a dit faire du ping-pong, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, si vous voulez savoir, j'ai une anecdote où on m'avait inscrit à un stage de tennis. Et t'es viré en moins de 2 heures. Non, j'avais gagné. À la fin de la semaine, j'avais gagné le tournoi et ma mère avait été surprise. Elle avait été le voir mon prof et il lui a dit: écoutez, je vous jure, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal, mais il a tellement envie de gagner que finalement, il a battu tout le monde. Et c'est vrai que ouais, j'avais jamais appris à jouer au tennis, mais bon, voilà, comme quoi. C'est assez important ce que tu dis. Est-ce que tu trouves que justement pour les sportifs de manière générale, la préparation mentale, est-ce que c'est vraiment plus important que la préparation physique? Elle est essentielle pour moi parce qu'aujourd'hui, je me rends compte en fait que j'ai beaucoup de jeunes sportifs, que ce soit dans le football, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans d'autres sports. On se rend compte en fait que c'est un aspect qui est fort négligé parce qu'on a une génération aujourd'hui de jeunes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions et leur stress. Tu as beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de tensions. Il y a des boxeurs qui montent sur un ring de boxe avec 21 de tension. Mon gars, avec 21 de tension, tu ne sais rien faire. Tu perds totalement tes moyens. Souvent, vous voyez les gars, ils montrent qu'ils sont. Et puis finalement, quand tu les vois et que tu parles avec eux, moi je suis coach, je suis directeur technique de l'équipe de francophone, et je me rends compte vraiment qu'il y a une gestion du stress qui est parfois ingérable. Tu as des gamins à l'entraînement qui sont des champions du monde et ils arrivent en combat, tu ne les reconnais pas parce qu'ils ont perdu toute leur capacité. Sur le terrain de foot, c'est la même chose. Tu en as plein qui sont bouffés par le stress. Et donc, c'est important, effectivement, cet aspect-là est vraiment pour moi primordial pour pouvoir en tout cas passer des étapes. Je présume que vas-y, Corentin. Quand on n'entend pas Corentin. Justement, qu'ils disent ça, c'est marrant parce que je vous ai écouté dimanche avec Sambi Lokanga qui disait « j'avais un manque d'envie ». Est-ce que justement un jeune comme ça, parce que c'était la première fois qu'il jouait une demi-finale de Coupe de Belgique, est-ce que lui, dans sa tête, il n'a pas pris son manque d'allant et son mauvais match pour un manque d'envie, alors que plutôt justement c'était peut-être justement le stress qui l'a fait mal jouer, et est-ce qu'il n'a pas été déconnecté d'un petit peu la réalité entre guillemets et pris cet exemple de c'était un manque d'envie, parce que je pense que quand on est sportif, parce que moi j'avais parlé de ça à un moment donné, je doute qu'un sportif de cet âge qui joue sa première demi-finale de Coupe de Belgique puisse réellement avoir un manque d'envie. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses avec ton passé de sportif, mais est-ce qu'il peut justement prendre ça pour un manque d'envie plutôt que du stress? Non, moi, je pense qu'il l'a plutôt interprété de cette manière-là. Parce qu'effectivement, quand tu es gamin comme ça et que tu joues une demi-finale aussi important et que tu as la chance de jouer dans un match comme celui-là, tu peux pas dire que c'est parce que je n'ai pas nécessairement envie. C'est juste pas possible. Je pense qu'effectivement, ça doit être cette approche, justement. Ou peut-être aujourd'hui, on a une génération peut-être aussi qui a tellement de choses faciles que pour eux, effectivement, voilà, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Mais je pense que le mental est vraiment essentiel. Et tu l'as dit, je pense que le stress et l'enjeu, parfois aussi, peut totalement tétaniser des joueurs. D'ailleurs, on l'a vu, quand vous regardez le match de foot entre le PSG et le match retour PSG-Barcelone, ils ne sont pas passés du tout. Ils se souvenaient tellement de ce qui s'est passé qu'en fait, les mecs étaient tétanisés par le stress. On le voyait pendant leur match de foot, et que Barcelone a failli faire d'ailleurs la surprise. Hein, sans un grand Navas, le PSG était à mon avis dehors, encore une fois. Exactement. Moi, j'ai 2 questions, et peut-être qu'il y a moins un peu de les mettre ensemble. La première, c'est qu'est-ce que toi tu conseillerais à un jeune qui débute, quel que soit le sport, comment est-ce qu'il devrait être encadré, et est-ce que tu ne trouves pas que, et ça je reprends un petit peu ce que tu viens de dire, un jeune aujourd'hui a trop facile, quand on dit qu'il a trop facile, c'est-à-dire qu'on le met trop vite sur un piédestal de manière générale? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, et moi je le vis d'ailleurs au quotidien. Et le problème, c'est que ce sont des jeunes qui ont tellement de talent que malheureusement, quand ils ont du talent, les gens sont derrière eux. Et les gens, plutôt que justement ne pas encourager cette dynamique dans laquelle ils sont et se dire ah tiens, ouais, mais non, mon gars, ça ne va pas. Tu dois plutôt. Non, on va dire oh putain, il est tellement au-dessus, en fait, qu'on le laisse faire. Et finalement, ces gamins restent sur leur talent et sur cette capacité qu'ils ont. Moi, je disais souvent que le talent est une chose, mais ce qui est le plus déterminant, c'est le travail.
tu peux être talentueux comme tu veux. Si tu veux être le meilleur, tu dois bosser. Est-ce que le talent, c'est même pas le minimum pour réussir? On va dire que c'est le minimum. C'est-à-dire que si tu n'as pas le talent, tu ne peux pas réussir. Mais le talent, c'est le minimum parce que les talents, il y en a plein. Mais il faut travailler derrière pour réussir vraiment. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, bon, Cristiano Ronaldo n'est pas mon joueur du tout préféré. D'ailleurs, je suis parfois souvent en discussion et tout. Mais c'est un gars que j'admire énormément. Parce que ce garçon-là, il n'y a rien à faire. Je m'entraîne, l'entraînement collectif est fini, pas de problème, mais je bosse à côté. Et c'est comme ça que tu fais la différence. Moi, c'est quand j'ai compris que je devais faire ça pour arriver là où je devais aller, que j'ai pu faire la différence. Ce que je disais, je le dis dans mon livre d'ailleurs, je dis je me levais à 4 heures du matin. Pourquoi je me levais à 4 heures du matin? Parce que je savais que mon entraînement que je devais faire, après cet entraînement, j'avais aussi du boulot. J'étais indépendant, j'avais mon job à faire, etc. Donc, si je voulais atteindre mon objectif, je vais faire des sacrifices et je devais travailler. Et donc, on a une génération aujourd'hui qui n'a plus envie de se sacrifier. Et je dis souvent à mes boxeurs, je dis, mais les gars, en fait, vous êtes des champions Vous regardez vos entraînements sur Facebook, sur Internet, à la télévision, etc., sur YouTube. Et puis vous vous entraînez et puis vous pensez que vous allez être champion du monde. C'est pas comme ça qu'on devient champion du monde. C'est pas comme ça qu'on devient le meilleur. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui trop de facilité. Et ceux qui font la différence, ben, ceux qui ont compris qu'ils devaient travailler comme des malades pour atteindre leur objectif. Pour revenir un peu à ta carrière, quel est ton meilleur moment, ton meilleur souvenir que tu as eu durant ta carrière? Ouais, ben, je le dis souvent, c'est le fait évidemment d'avoir eu la chance d'aller boxer devant mon pays d'origine, en Guinée, dans un stade avec 60 000 personnes. Je veux dire, c'est la folie. Je veux dire, 60 000 personnes, c'est pour des grands matchs de football. Et donc, toi, tu avais plus de 60 000 personnes qui étaient là pour t'accueillir, pour te voir boxer. Mais c'est pas ça. Après ma victoire, c'est plus de 300 000 personnes qui étaient dans les rues. Et donc, c'est des moments qui sont incroyables et voilà, et inoubliables. Et surtout, tu donnes de l'espoir. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est le message d'espoir. Moi, c'est ça que j'aime toujours dans les grands champions. En Ouais. fait, c'est le message d'espoir qu'ils donnent aux téléspectateurs. Et je parle. Et surtout, comme tu dis, en Guinée, on peut dire quand même que les conditions socio-économiques ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Hein. Tu l'as dit en précédent. Je veux dire, c'est quand même un message d'espoir. Écoutez, on peut s'en sortir, il faut se battre. Et je trouve que le message que tu as donné précédemment en disant, voilà, il y a le talent, mais il faut se battre et y arriver et se donner toutes les chances pour y arriver, c'est vraiment primordial. Excuse-moi, Corentin, je t'avais coupé. Ouais. Ben, c'est marrant qu'il parle des supporters parce qu'on avait prévu une petite question par rapport au Covid. On sait qu'il n'y a plus de supporters. Et là, tu dis il y a l'importance d'avoir joué devant 60 000 personnes et tout. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu de public et que tu rejoues le match maintenant en période de Covid, est-ce que tu penses que tu l'aurais joué différemment parce qu'il y a moins cette impression de show et d'être porté par la foule, on va dire? Non, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Je veux dire, et je ne sais même pas si j'aurais été aussi fort. Parce que, je veux dire, quand tu arrives dans un continent comme le mien et puis que tu amènes d'abord un combat, parce que c'était un des plus grands combats qu'il y a eu, après le premier combat qu'il y a eu en Afrique, entre Mohamed Ali et sans vouloir faire de comparaison, évidemment, et George Foreman, c'était quand même un des plus grands événements qu'il y a eu en Afrique. Et c'est vrai que l'espoir que j'ai suscité en arrivant sur le continent, en se disant, putain, ce mec, il n'a même pas grandi ici, il n'est pas né ici, et il revient dans son pays et il décide de dédier effectivement une compétition pour pouvoir mettre la lumière dans son pays d'origine. J'ai suscité de l'espoir incroyable. Et puis après, quand tu gagnes et tu vois tout un peuple qui est heureux comme ça, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mon gamin qui a fait son premier combat professionnel pendant la période de Covid ici, sans public. Wow, c'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est pas évident pour cette génération parce que tu as besoin de public pour te nourrir. Tu as besoin d'être encouragé pour te nourrir. D'ailleurs, dans les matchs de foot aujourd'hui, on ressent la même chose. Je veux dire, quand on dit je joue à domicile, mais quand tu joues à domicile, c'est plus du tout la même chose. Tu vois, quand tu joues à domicile ou à l'extérieur, c'est comme si tu jouais à l'extérieur. Il n'y a aucune différence. Et le fiston, Béa, il a le crochet de papa ou pas? Ben, en fait, je dis souvent une chose. En fait, moi, la différence avec cette génération, ce que je dis à mon fils aussi, parce que mon fils, il est très doué, il est plus doué que moi. Il a la chance aussi de commencer beaucoup plus tôt que moi. Il bosse vraiment bien. Franchement, je respecte parce qu'il fait ses études et il se lève le matin, il s'entraîne, etc. Mais il y a beaucoup de détermination. Mais la détermination est une chose. Mais l'abnégation est encore autre chose. Et il y a encore cette abnégation que mon fils, il n'a pas, s'il veut passer un palier.
Et c'est ça qu'ils doivent encore travailler dans cette génération aujourd'hui. Tu sais, quand ils sont entraînés, tu leur as donné un programme, ils ont fait le programme et ils s'arrêtent au programme. Moi, je dis, vous savez, quand j'ai fait le programme, j'étais aux États-Unis, les mecs, ils me disaient, on avait fait 12 rounds de sparring avec les mecs, et puis les gars, ils allaient prendre leur douche, et moi, j'étais sur mon step en train de faire 1 heure de step. Et les Américains, ils sortaient et ils disaient, you are crazy, man. Et je dis à mon fils, ton accent est très bon. Ton accent est très, très, très bon. Une carrière à Hollywood t'attend. Une carrière à Hollywood m'attend. Et mon fils me dit, mais je lui dis, mais tu vois, c'est comme ça que je faisais la différence. Et Mohamed Ali disait souvent, j'adorais cette phrase qu'il disait, tu vois, il se levait à 4 h du matin, il allait courir et tout. Et il dit, je prends une longueur d'avance sur mon adversaire parce que lui, il est en train de dormir encore, tu vois. Et moi, je prends une longueur d'avance parce que je suis en train de m'entraîner. Et pendant que moi, je m'entraîne, et quand j'aurai fini mon entraînement, lui sera encore en train de dormir. Tu vois, et donc, c'est un peu cette image, en fait. Et cette envie, en fait, j'ai envie de donner aux jeunes, quoi. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler, Raphaël. Je comptais en parler un peu, on comptait en parler un peu plus tard dans l'interview. Il faut savoir que d'ailleurs, pour montrer qu'on bosse aussi un peu sur Force Sporting, ton fils jouera d'ailleurs son 2e combat pro ce samedi, j'ai cru lire. Ouais, tout à fait. Il fait son 2e combat pro. Contre Vojislav Bjelica. Bien vu, bien vu. 18 bien ans. Vu. 18 ans, exactement. Et donc, tu dis ton Ibrahima, ouais. Béa, ça fait 3 jours qu'il s'entraîne sur le nom de famille de l'adversaire. 3 jours. Et c'est pas encore j'ai vraiment du mal avec les noms. Les noms un peu bizarres. Les noms slaves, là. Ouais. Non, les noms partout. Dès qu'il y a plus de 6 lettres, je suis perdu, quoi. Dès que c'est pas le sien, en fait. Ouais, encore le mien, il n'est pas non plus si facile, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Justement, ton fils, donc tu as dit, tu penses qu'il sera meilleur que toi, alors? Mais je ne sais pas s'il sera meilleur que moi. En tout cas, la mentalité qu'il a aujourd'hui et l'envie qu'il a aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect parce qu'il fait ses études universitaires à côté. Et donc, voilà, moi, je me suis dit, voilà, je remercie le bon Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gamins qui sacrifieraient totalement leur carrière en disant, OK, bon, les études, ce n'est pas important. Lui, il a dit que les études étaient importantes et il donne autant d'importance à ses entraînements et il s'entraîne comme un malade. J'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration. Ouais, moi j'ai beaucoup d'admiration et pour lui et pour toi, parce que déjà de un, je ne sais pas du tout faire ce que vous faites, et deuxièmement, parce que je vois les vidéos que vous faites sur Instagram et franchement. Pour tout te dire, un jour je lui ai proposé d'aller courir au bois de la Cambre, il m'a dit courir. Il m'a dit pour interrogation. C'est sa réponse. Il me dit OK. Courir, c'est quoi ça? C'est vrai que comme je dis, je suis un sportif asymptomatique, quoi. En fait, Elisha, ça fait 32 ans qu'il est confiné chez lui, tu vois. En fait, on a besoin de gens comme toi aussi, hein, parce que c'est vous qui nous encouragez à la télévision, donc c'est bien. Ben ouais, voilà, c'est ça. Moi, je peux te garantir qu'après avoir vu vos vidéos de ton fils et toi, crois-moi qu'après, j'ai plus envie de faire du sport. Je suis. C'est comme si je l'avais fait aussi, quoi. De l'abnégation, Elisha, normalement, après cette vidéo, tu dois refaire 1 heure, normalement. Ouais, voilà. Je vais aller refaire devant la deuxième mi-temps de PSG contre Lille, alors. Mais Adi, on revient un peu à toi et la suite de ta carrière après ta carrière de boxeur. Tu te lances donc en politique. Je sais très bien que tu as toujours été quelqu'un de très engagé et vraiment, c'est ce que j'aime énormément chez toi aussi. Mais la politique, c'est devenu naturel, c'est venu naturellement après ta carrière de boxeur, où, entre guillemets, on est venu te chercher, on a dû te pousser pour te convaincre de rejoindre un parti, peu importe lequel. Mais est-ce que vraiment c'était naturel ou bien on est venu te chercher, quoi? Non, je ne crois pas que c'était nécessairement naturel, mais finalement, en fait, tout l'engagement social que j'avais était de la politique déjà. Donc, je veux dire, j'avais déjà une grosse fondation dans mon pays d'origine. J'avais une grosse ASBL ici qui s'appelait My Choice, No Drug, No Violence. Tu as vu, c'est pas mal l'accent. Et donc, j'étais quelqu'un de très engagé. Donc, quand on est venu me chercher, on va venir me chercher par hasard. Par contre, je n'avais pas nécessairement envie de faire de la politique. Parce que, tu sais, une fois que tu fais de la politique, tu es Béa Diallo, le boxeur, le champion, les gens te respectent, ils t'aiment. Le problème, c'est une fois que tu sors de ça, moi, je dis souvent, moi, ma religion, elle m'appartient. Tu vois, elle appartient à personne d'autre. Donc, c'est entre moi et ma croyance et je n'ai pas besoin de l'étaler sur la voie publique. C'est comme politiquement, je veux dire, si moi, je suis une personnalité publique, j'estime que je n'ai pas à influencer politiquement. J'estime que
quand j'ai une conviction politique, je la garde pour moi. Et donc, la difficulté que j'ai eue, c'était qu'à un moment donné, on t'identifie comme étant, c'est plus Béa Diallo, mais c'est Béa Diallo le socialiste, Béa Diallo le libéral, Béa Diallo l'humaniste, Béa Diallo, tu vois. Donc, et ça a été l'écologiste. Donc, ça a été quelque chose de très difficile pour moi à un moment donné, mais en même temps, l'engagement que j'avais, les convictions que j'avais, elles étaient là. Et donc ça n'a pas été facile, mais bon, j'ai décidé d'abord de soutenir effectivement, notamment l'élaboration du programme, etc., et de mettre mon nom sur la liste pour soutenir. Et finalement, j'ai été élu. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Je suis élu. Est-ce que je dis merde aux gens ou est-ce que je le fais réellement? Et donc, j'ai décidé effectivement de m'engager politiquement et de tenter la chose. Et puis voilà, j'ai vu que j'arrivais à faire des choses concrètement. Et puis finalement, les gens n'ont plus voté pour Béa Diallo, mais ils ont voté pour Béa Diallo, le mec qui s'est engagé, qui était socialiste et qui a fait un travail concret au-delà des clivages. Ouais, et je dois reconnaître que pour t'avoir vu sur le terrain, c'est entre guillemets comique, parce que j'ai jamais vu une personne être aimée, mais de tous les. Parce que nous, ici, on ne fait pas de politique, évidemment, mais j'avais jamais vu quelqu'un être aussi apprécié et aimé, que ce soit OMR, écolo, CDH, peu importe. Mais vraiment, il y a l'unanimité avec ta personne, c'est que tout le monde te respecte et tout le monde t'adore, et c'est parce que justement, tu fais un boulot remarquable, tu bouges sur le terrain, et ça, les gens ne l'oublient pas. Donc vraiment, 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 encore chapeau pour ça. Raphaël, tu avais une question ou Corentin? Non, mais c'est déjà bien qu'il bouge plus sur le terrain qu'Anderlecht, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'on a... Mais ça va, Anderlecht revient bien quand même. On parlera de ça tantôt. Non, tu parlais d'identification, que tantôt, justement, les gens te disaient, ben voilà, Béa le socialiste, Béa l'humaniste. Justement, aujourd'hui, les gens veulent essayer d'identifier. Mais tu ne crois pas justement que le problème des jeunes, tu parlais des jeunes, c'est un peu justement ce manque d'identification aujourd'hui, c'est qu'ils s'identifient peut-être aux mauvaises personnes et que, comme parlait Elisha tantôt d'Instagram, peut-être qu'Instagram n'est pas le meilleur rôle, ou les réseaux sociaux n'ont pas le meilleur rôle à jouer dans les jeunes, et pensent que tout arrive trop vite, trop facilement, et qu'ils ne voient que le côté de la partie, toi qui étais un champion de la partie iceberg qui est sortie, mais pas ce qui est en dessous. Oui, c'est vrai, tu as raison. On a une génération aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, a beaucoup de facilité. Deux, aujourd'hui, n'a plus de modèle. Parce que, en fait, finalement, les modèles qu'on nous montre aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont superficiels, qui ne sont pas des vrais champions. Tout le monde est champion. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui font des trucs, des vidéos, tu vois, le mec, il est impressionnant et tout. Le gars, tu le mets sur un ring de boxe, il ne tient pas 2 minutes. Footballistiquement aussi, on voit certaines personnes qui font des gestes, des trucs, c'est impressionnant et tout, mais est-ce que sur un vrai match de foot, ce gars-là est si efficace que ça? Et donc, je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment dans un système aujourd'hui qui est accessible à tout le monde, et puis tout le monde, aujourd'hui, voit ça, dit, moi, je veux faire comme lui, etc., etc. Mais tout est superficiel, parce qu'on montre la vidéo, et finalement, on oublie qu'il y a du boulot derrière. Les gars qui arrivent à réussir, c'est un travail de dingue. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. Et je dis souvent que moi, de temps en temps, je faisais un combat de boxe, 3-4 combats de boxe par an, etc., etc. Mais quand je me levais le matin, tous les jours, c'était le combat. Déjà, te lever à 4h30 du matin pour aller t'entraîner, pour ensuite aller bosser, et puis revenir à la salle de boxe, t'entraîner, et puis rentrer chez toi encore avec du boulot parce que j'étais indépendant, etc., etc. Et puis te coucher après minuit, alors que tu as des enfants, tu as une vie de famille, ben, c'est un choix de vie qui est compliqué, mais en même temps, il y a un objectif qui est derrière. Et cet objectif-là, pour l'atteindre, il n'y a rien à faire. Tu dois te battre. Et donc, c'est cette génération aujourd'hui qu'il faut justement amener et leur montrer des modèles qui peuvent leur permettre peut-être de s'identifier, de croire aussi en leur avenir. Parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a une génération aujourd'hui qui est complètement découragée, qui n'a plus envie d'entreprendre. Et je disais qu'on est tous des entrepreneurs. Moi, c'était ce que je disais aussi. Je m'adressais beaucoup parce qu'il y avait un fight parfois avec des gens qui étaient plutôt de conviction libérale. Et je disais, les gars, moi, je sais ce que c'est que payer la TVA. Je sais ce que c'est que payer l'ONSS. Je sais ce que c'est que tomber en faillite, etc., etc. Et donc, quand tu as cet esprit-là, ce n'est pas parce que je suis un mec de gauche progressiste et que j'ai envie de partager que je ne suis pas quelqu'un, justement, qui sait ce que c'est qu'être libéral, qui sait ce que c'est qu'être un indépendant, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je dis, quand on est, on entreprend. Quand tu es né, tu essaies de marcher. Tu essaies ensuite de courir, etc., etc. Ben, on entreprend tout le temps. On a tous ce potentiel en nous. Il faut
juste donner la possibilité à chacun de pouvoir le mettre en évidence. Béa, qu'est-ce qui est le plus dur, justement? C'est la politique qu'on connaît qui peut être assez impitoyable ou finalement un combat de boxe? Ouais, incomparablement, je dirais la politique. La politique, elle est très dure parce que malheureusement, je dis souvent, en boxe, il y a des règles. Hein. Je veux dire, tu frappes en dessous de la ceinture, tu es sanctionné directement. Tu mets un mauvais coup, on te met dehors. La politique, ce qui est difficile, c'est que tu as des coups qui peuvent arriver derrière et par des gens parfois auxquels tu ne t'attends pas. Ah, Parce que je dis souvent. La Ouais. politique, c'est la seule règle, c'est le coup bas. Oui, il y a le coup bas, mais en tout cas, il y a des coups qui peuvent arriver très facilement par derrière. Et je dis souvent que les ennemis, on ne les a pas nécessairement dans les autres parties, mais parfois souvent en interne. Parce que, évidemment, la concurrence est là et les gens se sentent toujours dire ah, tiens, non, non, s'il va là, ben, moi, je risque de ne pas pouvoir y aller. Donc, il faut que je trouve une solution pour le tacler. Corentin, je ne sais pas si vous avez encore une question pour Béa avant de passer à la deuxième partie. J'avais une petite question, mais je pouvais la poser plus tard. C'est tout ce qui est lié en fait à la Coupe du Monde au Qatar. On sait que la Norvège, par exemple, ils veulent absolument la boycotter. Nous, les Belges, bah voilà, la fédération a dit hier que c'était pas qui comptait y aller et tout. Est-ce que tu penses que c'est important en tant que sportif d'être engagé, de poser un acte fort, ou tu te dis je sais que j'ai regardé le documentaire sur Michael Jordan sur Netflix récemment. Il y a aussi un passage où on lui reprochait en gros de ne jamais montrer ce qu'il voulait politiquement. Est-ce que toi, tu trouves que c'est au diable rouge de dire bah non, on va boycotter et en gros retirer notre sport, ou est-ce que ce serait plutôt justement aux politiques de gérer ça? Voilà, un peu ton avis, toi, comment tu le ressens en tant que sportif et en tant que politique au final? Alors je suis un mec très engagé. Et donc, alors, l'enjeu, évidemment, et le geste que vient de poser la Norvège, c'est un geste qui est fort symboliquement. Parce qu'évidemment, il passe un message. Ce n'est pas quelque chose contre le Qatar, mais c'est de dire il y a des choses qui se passent parfois, notamment pour organiser cette Coupe du Monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été sacrifiés. Il y a eu effectivement, on le sait, de la maltraitance, etc., etc. Donc, ce message-là, il est très, très fort. Alors, on m'a posé la question, je pense, il y a quelques jours aussi. Je ne sais pas si c'était en radio ou à la télé, je ne me souviens plus. C'était à la télé, je crois, non, à BX1. Et on me dit, est-ce qu'il faut ça? Est-ce qu'il faut boycotter? J'ai dit, pour moi, le symbole est fort. Il y a eu notamment certains symboles, des gens qui ont participé aussi à des événements. Et que dans ces événements-là, ils ont passé des messages très, très forts. Donc, pour moi, les deux sont faisables. On peut participer effectivement à cette Coupe du Monde, mais en participant à cette Coupe du Monde, il faut aussi réussir à passer un message et que ce message puisse servir. Ou inversement, on peut boycotter et derrière ce boycott, il faut aussi que symboliquement les choses puissent passer. Donc pour moi, les deux sont faisables. Alors, évidemment, s'il doit y avoir boycott, j'estime que ça doit être le politique qui doit prendre cette décision et non pas le sportif. Par contre, le sportif, s'il a envie de passer un message très fort, comme on l'a fait à l'époque au JO, c'était Mexico, je pense, avec le point. Donc, c'est un message aussi qu'on fait passer et qui symboliquement peut être retenu dans l'histoire, effectivement. Et ici, quand même, il y a comme une grosse communauté népalaise, hein, je pense, hein, c'est eux qui ont été amenés au Qatar et qui, malheureusement, je crois qu'on parlait de plus de 3000 morts, c'est ça, je crois? C'était tout à fait. C'est quand même énorme. Déjà, c'est de trop, hein, déjà. Donc ici, on peut demander 3000. Est-ce que tu ne penses pas, justement, on parlait d'identification, de nouveau, pour revenir à ça, qu'enfin, en fait, le sportif qui a un rôle, qui ne doit pas avoir que son rôle d'Instagrammeur, justement, un peu ce rôle aussi de dire aux gens, maintenant, voilà, on va poser un geste, on va être fort et on va dire stop Qatar. Pas au Qatar, pas pour le Qatar lui-même, mais qu'on arrête un peu ça. Tout à fait, stop à ce qui se passe, stop à ce qui se passe. Et je pense que symboliquement, c'est quelque chose de très, très fort et j'estime que le sportif, il a ce rôle-là. Alors, vous devez savoir aussi que malheureusement, parfois, dans certains contrats, quand tu es sportif, etc., on te fait signer des clauses dans lesquelles, évidemment, ton expression, parfois même, ou en engagement sur certains sujets, tu ne peux pas le faire. Donc, voilà, je comprends que certains sportifs soient bloqués comme ça. Mais quand on a des grands symboles et des grands footballeurs qui ont quand même une certaine indépendance, une certaine autonomie, aujourd'hui, eux peuvent l'exprimer. Voilà un peu la dualité dans laquelle on est, mais je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose de fort et d'important. Parce qu'eux, justement, sont regardés et sont écoutés.
ce qui est paradoxal dans le football et un peu hypocrite, entre guillemets, c'est qu'on attend des footballeurs que, par exemple, le brassard arc-en-ciel ce week-end et tout, on l'attend, et Sambi, l'autre était passé au-dessus, on l'a engueulé presque. Et d'un autre côté, quand ils retirent leur maillot, on leur met une jaune parce qu'ils pourraient mettre un message politique. Et donc, on axe un petit peu ce qui est politiquement correct et ce qu'on attend d'eux, alors que il pourrait mettre aussi Stop Qatar sur son t-shirt et il va quand même prendre une jaune alors qu'on attend de l'autre côté qu'il soit juste. Et c'est ça qui est un peu bizarre avec le football, c'est que j'ai l'impression que d'un côté, on attend d'eux qui respectent les règles et de l'autre, on attend aussi qu'ils les outrepassent. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un bel exemple, je trouve. Effectivement, symboliquement, en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est paradoxal. Quand on a envie d'avoir un engagement, effectivement, ou passer un message très, très fort, on se fait sanctionner. Alors que le message, effectivement, peut être quelque chose d'important, en tout cas, quand on est sportif comme ça, qu'on est regardé par autant de téléspectateurs. Merci en tout cas, merci Corentin pour la question qui était vraiment pertinente. Je propose qu'on passe en fait à la deuxième partie. Donc, j'appelle ça la deuxième partie. C'est la partie comme on est quand même Force Sporting, un live. Tu sais, Béa, moi je pourrais honnêtement, c'est pas parce que tu es là, mais je pourrais t'écouter pendant des heures tellement c'est toujours assez intéressant. Mais je voulais un peu revenir sur Anderlecht, même si voilà, boxeur, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je retiens le mot rouge. C'est ça qui me retient le plus, le mot rouge. Mon pull est rouge. Hein. Mon téléphone est rouge. C'est pas grave, on te garde quand même. Non, mais je parlais de couleur préférée. Hein. Ouais, bien sûr, on se comprend. On parle pas du club alors. Hein. Justement, quel souvenir tu as d'Anderlecht en étant gamin ou même plus tard? Honnêtement, alors, je vais vous dire pourquoi j'ai dit rouge en fait. Parce que j'ai eu un très mauvais souvenir. Moi, je suis arrivé, j'ai grandi à Paris, hein, comme vous le savez. Donc, évidemment, j'étais un supporter du PSG. Et quand je suis arrivé en Belgique, le premier match que j'ai été voir, en fait, donc j'ai un ami qui était avec moi à l'internat, qui est de Liège, et qui m'a emmené voir Standard Anderlecht. Et j'étais évidemment dans le truc du Standard. Et donc, j'ai vu ces supporters incroyables, etc., la manière et l'ambiance. J'ai trouvé ça incroyable. Et je suis allé voir… C'était en 87, je crois. Ah, 87. Okay. Ouais, 87. Et d'ailleurs, Oliveira, je crois qu'il a bien tapé d'ailleurs les rouges ce jour-là. Et je suis allé par la suite voir des matchs avec des potes à Anderlecht. Et j'étais quand même choqué par les supporters. Parce que j'entendais des supporters qui avaient des blagues dans leur camp, mais quand tu avais un blague de l'autre côté qui prenait le ballon, j'entendais des ouh. Et je me suis tourné, en fait, j'ai regardé le mec et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste… Le mec est toujours en train de dormir, ça c'est la légende raconte, le mec dort toujours dans la tribune. et non, mais j'étais vraiment interpellé, je ne comprenais pas. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai eu difficile. En fait, ça m'a vraiment choqué. Et j'étais choqué par justement ce truc. Et quand il avait l'autre, son black qui avait le ballon, il était en train de l'encourager. Ah, vas-y, un truc. Et je dis, mais c'est complètement dingue, quoi. Il est en train de traiter l'autre de singe. Et puis de l'autre côté, il a son joueur à lui qui est de la même couleur. Et finalement, il encourage ce joueur. Je n'arrivais pas à comprendre. En fait, j'ai eu vraiment très difficile. Donc voilà un peu, je dirais, pourquoi j'ai fait une différence à ce moment-là entre, évidemment, Anderlecht et le Standard. C'était par rapport aux supporters au départ. Ouais, mais il y a des débiles, malheureusement. Il y en a partout. Et le problème, c'est que c'est… Non, mais je vous parle de l'époque. Hein. Je sais. Mais voilà. Non, il faut le dire aussi, c'est un problème qui existe encore plus actuellement, malheureusement, dans les stades de foot. On a malheureusement pas évolué à ce niveau-là. Mais… qu'est-ce que je voulais dire? Ton joueur préféré que tu avais comme joueur de foot? Quand j'étais plus jeune? Le joueur qui t'a fait rêver en étant gamin.
Oh, quand j'étais gamin, j'ai eu beaucoup de joueurs qui m'ont fait rêver. Mais je dirais que j'ai eu un grand joueur argentin qui était un joueur impressionnant, qui était un numéro 11 en fait, qui était extraordinaire. Pas Batistuta. Ah nom de Dieu, j'ai un trou de mémoire. Un joueur qui joue au PSG? Non, c'est pas votre génération. Je me souviens juste avant Maradona. Mais j'ai un trou de mémoire. Je me souviens plus. Il faut que je revienne dessus, mais c'était vraiment un attaquant exemplaire pour moi que je regardais. Par contre, un attaquant que j'ai beaucoup apprécié aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Trezeguet. Ouais. Qui est aussi d'origine argentine. Hein. Enfin, ouais, tout à fait, exactement. Trezeguet, parce que moi, j'aime les joueurs efficaces, en fait, qui ne chipotent pas, qui sont pas. Voilà, le mec, il est là pour marquer, il sait quel est son rôle et il a une efficacité incroyable. Quoi. Voilà. Tu sais qu'il a fait un test au Paris Saint-Germain, hein, Trezeguet. Tu savais ça? Tout à fait. Mario Kempes, peut-être? Merci. Oh, c'est magnifique. Mario Kempes. Attends, est-ce que tu es sur Google en même temps? J'ai tapé joueur à le meilleur. Mario 80, et voilà. Merci. Voilà, on voit la différence entre Corentin et moi, c'est que moi je suis en train de le faire en même temps, mais je vous écoute en même temps et du coup j'ai été Non, t'es génial. Mario Kempes. Voilà, Corentin, c'est notre œil de lynx. Il y a une info, il la sort directement après. Ah, il est génial. Mario Kempes. Efficacité, technique, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment un beau joueur. Et Mario si tu devais citer joueur ancien ou actuel, mais ton joueur belge favori, enfin celui que tu trouves le plus impressionnant. Alors je m'identifierais plus à Lukaku, parce que je dis par rapport à moi. Mais par contre, j'irais pour la gestuelle, pour la beauté du jeu. Eden Hazard, évidemment. Mais malheureusement, Eden Hazard, c'est un gamin je dis gamin par rapport à moi, non, mais il n'a pas beaucoup de chance parce que voilà, je veux dire, les blessures qui sont en train de le laminer vont faire en sorte qu'on va passer à côté d'un des plus grands joueurs qui aurait pu être dans l'histoire du football. Parce que voilà, ces blessures, malheureusement, ne lui permettront pas d'être dans le panthéon des plus grands joueurs du monde. Mais justement, j'ai une question pour toi, Béa, par rapport à Hazard. C'est bien que on aborde cela. Est-ce que Hazard, qui est un grand champion, pour devenir un très grand champion, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire, par exemple, des sacrifices un peu plus supplémentaires? Qu'est-ce que je veux dire par sacrifice? Est-ce que c'est normal qu'un joueur, à l'intersaison, il va prendre 5 à 10 kilos et qu'il va ressembler au corps d'Elisha? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, franchement… J'aimerais bien avoir le corps d'Hazard, même après les vacances. Quoi. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps et je disais que malheureusement, il n'y a rien à faire. Et les blessures sont liées à ça aussi. L'hygiène et la diététique, c'est quelque chose d'essentiel. On a parlé du mental, on a parlé de la tête, on a parlé du travail. Et je pense que si des joueurs comme Ronaldo ou même Ibrahimovic arrivent à tenir aussi longtemps à leur âge, ils arrivent à performer encore, c'est parce que leur hygiène de vie est irréprochable. Tu connais la devise d'Anderlecht? Pardon? Tu connais la devise d'Anderlecht? C'est mens sana incorpore sano. Un homme sain dans un esprit sain, dans un corps sain. C'est un corps sain, tout à fait. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas cette discipline-là, c'est très compliqué de performer et c'est très compliqué effectivement d'atteindre les objectifs. Si à chaque fois tu prends du poids et que tu dois te battre après pour retrouver ton poids, parce que finalement c'est ça en fait, hein, tu te bats contre ton poids, mais tout ça aussi régénère. Moi, je me blessais très souvent et dès que j'arrivais à une période où j'atteindais un poids qui était magnifique et extraordinaire, je n'avais aucune blessure. Donc, je pense que l'hygiène de vie est essentielle. Et je crois qu'effectivement, ça a peut-être manqué un peu à Eden Hazard, je dirais, cette abnégation peut-être. Voilà, et puis, quand tu maigris, tu perds du muscle aussi. Tout à fait. Et donc, évidemment, il y a des zones de ton corps. Et maigrir à 22 ans et maigrir à 27 ou 28 ans, pour un sportif de haut niveau, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pas rien à voir. Et ce qu'il y a, c'est quand tu es jeune, en fait, quand tu as 20, 21, 22, 23, 24 ans, 25 ans, les problèmes de poids, tu ne les connais pas. Parce que je veux dire, tu n'as pas ce truc. Mais à un moment donné, le processus de ton corps change. Et quand tu as 26, 27, 28 ans, là, ça commence effectivement. Et c'est ça qui est un peu effectivement paradoxal si tu ne prends pas effectivement une hygiène de vie
bien spécifique pour avoir ça. Donc, tu confirmes ce que les gens disent quand ils disent que Hazard paye le fait qu'il était beaucoup trop cool pendant de trop nombreuses périodes de sa carrière, surtout à Chelsea, quoi. Comme disait très bien Raphaël, pendant les vacances, etc. Donc, tu confirmes qu'il le paye maintenant? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien certain avec voilà, l'hygiène de vie, effectivement, et cette envie de se dire, voilà, je vais peut-être un peu moins faire la fête et peut-être pendant les vacances, oui, effectivement, je prends un peu quelques jours de congé, mais je continue à bosser. Mais est-ce que ça, en soi… Est-ce que c'est la faute de Thomas Meunier? Mais est-ce qu'on peut lui reprocher ça? En fait, parce qu'il y a un peu le même débat avec Ronaldinho, où souvent les gens lui disent « Ah ben il est passé à côté, ça aurait pu être le meilleur de tous les temps, il est passé à côté de ça. » Mais est-ce que lui, j'ai l'impression, moi, qu'Hazard, très honnêtement, il n'a jamais eu l'ambition d'être le meilleur. Je pense que tu lui demandais, c'est juste un gamin qui aime le foot, et donc il profite de la vie. Et je pense que s'il ne rejoue plus jamais, même… Alors, on lui souhaite évidemment de rejouer, mais je pense qu'il sera moins triste, limite, que les supporters, que nous, que tout le monde depuis hier, depuis avant-hier. On en parle tous. Et lui, au final, je ne suis même pas sûr que ça le… Mais en fait, je pense qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on lui reproche. La seule chose qu'on dit, c'est dommage, parce que moi, je dis que ça aurait pu être, dans l'histoire du football, un des plus grands footballeurs du monde. Ouais. Vraiment. Et avec un peu plus de rigueur, peut-être d'abnégation. Maintenant, si Eden Hazard est plus heureux comme ça, moi, je n'ai rien à reprocher à Eden Hazard. Je dis simplement que c'est dommage. Ronaldinho, j'ai jamais vu un joueur aussi doué. Jamais. Ça, c'était quelqu'un de… J'adorais ce joueur. Ça, c'est le summum. Et pour moi, dans l'histoire du football, ça devait être le plus grand joueur de tous les temps. Mais malheureusement, par rapport à d'autres joueurs qui… Aujourd'hui, même Lionel Messi, quand tu prends quelqu'un une hygiène de vie, même si on peut voilà, lui reprocher, c'est un garçon qui est hyper hygiénique, qui travaille, etc. Ils n'ont pas ça. Le talent extraordinaire qu'il avait, Ronaldinho, malheureusement, derrière, c'était la fête, c'était les boissons, c'était voilà, c'était la bouffe, c'était les femmes. Voilà. Et malheureusement, pendant une carrière, c'est quelque chose qui te tue complètement. C'est ce qu'on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et le problème, c'est que lui, il y avait un troupeau de femmes. Donc, c'était un peu plus compliqué. Tout à fait. Je propose, sur ces belles paroles, on va bientôt terminer cette conversation qui est vraiment fort intéressante avec toi, Béa Diallo. Deux choses avant de terminer. Première, c'est que ton livre est sorti dans les meilleures librairies. Donc, je rappelle, Béa Diallo, du ring de boxe à l'engagement citoyen aux éditions de la boîte à Pandore. Et j'invite tout le monde à courir dans les librairies, l'acheter, parce que vraiment, c'est une aventure, une histoire qui est vraiment palpitante. C'est vraiment on le lit comme un roman. Deuxième chose aussi, rappeler que ton fils, donc Ibrahima Diallo, sera en combat samedi au Dôme de Charleroi. Donc, un live streaming sur Facebook. Bah voilà, on le mettra en lien. Donc on lui souhaite vraiment le meilleur et vraiment good luck, comme on dit. Merci beaucoup, Béa Diallo, d'avoir été parmi nous. Merci, Corentin, d'avoir été aussi avec nous comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Raphaël, bah, tu sais, c'est tout. Tu viens quand il y a la lumière, tu viens. T'es toujours welcome. Hein.